Elle va s'asseoir à côté de lui. Il commence à parler du musicien qui vient de passer. Elle dit qu'elle adore le blues. Et là, qu'est-ce que fait Seymour ? Il se met à faire du air guitar. Non, en fait, il la reprend en disant alors en fait, techniquement, c'est plutôt du ragtime. Non, putain. Ah, Seymour. Salut, vous écoutez ou peut-être vous regardez sur YouTube Calmos le podcast. Je suis David Honora et comme toujours, je suis accompagné de mon compère Hugo Alexandre. Ça va Hugo ? Bah ça va très bien et toi ? Et dans ce nouvel épisode, moi ça va. Je te le dis, ça va. Merci de ta réponse. Non, dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir une invitée, Anaïs Bordage. Comment ça va Anaïs ? Ça va très bien. Alors Anaïs, justement, pour te présenter, toi tu es journaliste spécialisée séries et cinéma notamment. Tu animes notamment l'excellent podcast Amis, dans lequel, avec ta pote Marie Telling, vous rattrapez diverses lacunes de votre pop culture audiovisuelle. Ça a commencé avec Friends, que toi tu n'avais pas vu et dont Marie était super fan. C'est pour ça que le podcast s'appelle Amis. Et puis vous avez enchaîné depuis avec plein d'autres choses. C'est ça, on a fait Twin Peaks, qu'elle n'avait jamais vu et dont moi j'étais très fan. Et après, on est passé au film. Donc, beaucoup de films d'horreur et films romantiques qui étaient nos blind spots respectifs. Ouais. Et depuis, voilà, on élargit, on creuse de plus en plus les classiques qu'on n'avait pas encore vus, ni l'une ni l'autre. Et Marie, c'est vraiment ta BFF ou c'est juste pour les micros et les caméras ? Non, on fait totalement semblant d'ailleurs. Quand elle va écouter cet épisode, elle va se rendre compte que j'ai menti depuis tout ce temps. Mais non, c'est ma meilleure amie depuis très longtemps. Et donc, c'est très chouette de se faire découvrir des choses parce que vous le savez aussi, quand on se connaît depuis très longtemps, on a l'impression. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? On se connaît depuis. Vous aviez quel âge ? On avait, je sais pas, tu me poses des questions hyper compliquées d'emblée comme ça. On avait 21 ans, je pense. On se connaît depuis l'école de journalisme. Très bien, parce que ça va être un peu raccord avec le film dont on va parler. Bon, et tu as aussi coécrit avec Marie également Petit éloge des anti-héroïnes de série aux éditions Les Pérégrines, dans lequel vous vous intéressez à des personnages féminins souvent méprisés et dévalorisés, alors qu'en fait, d'après vous, elles sont, et comme vous l'expliquez bien dans le bouquin, elles sont super intéressantes. C'est ça, et des personnages féminins qui sont très imparfaits. Et donc qui nous rassurent, nous, en tant que spectatrices féminines, puisqu'elles ont plein de défauts, et c'est ça qui les rend généralement très très fun. Bon, je rappelle rapidement le principe du podcast. Dans chaque épisode, l'un de nous deux raconte un film à quelqu'un qui ne l'a pas vu. En l'occurrence, ça sera toi qui n'as pas vu le film dont on va parler aujourd'hui, et un film qu'on a choisi sur mesure, en fait, parce que c'est un film qui parle d'amitié féminine, donc ça fait le lien avec ton podcast. C'est un film de 2001, adapté d'un roman graphique qui s'appelle Ghost World et réalisé par Terry Zwigoff. Toi, Hugo, il me semble que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. J'ai aussi lu le comics. J'aime beaucoup l'auteur qui s'appelle Daniel Close. Ouais. Mais j'ai pas tant de souvenirs du film que ça. Donc, j'ai hâte que tu me le racontes en même temps qu'à Anaïs. Et alors, du coup, c'est la question traditionnelle qu'on pose à la personne qui n'a pas vu le film. Anaïs, qu'est-ce que tu sais de Ghost World ? Franchement, pas grand-chose. Enfin, je sais qu'il y a une meuf avec des grosses lunettes sur l'affiche et je vois que c'est aussi le cas sur la couverture. Je crois savoir qu'il y a Thora Birch dedans. C'est Thora Birch, d'ailleurs. Ah, c'est elle, d'accord. Qui joue ce rôle-là. Ouais, qui était dans un autre film de cette époque que, pour le coup, j'ai vraiment saigné, qui s'appelait The Hall. Bon, tu vas découvrir plein de choses parce que, en tout cas, c'est vrai. Il y a Thora Birch, c'est elle le rôle principal et elle ressemble beaucoup au personnage de la BD originale. Je crois aussi qu'on a choisi ce film parce qu'inconsciemment, Anaïs, tu me fais un peu penser au personnage principal. C'est vrai ? Il y a un côté, elle a un côté un peu edgy, un peu blasé, mais en fait, il y a un truc. Bon, en revoyant le film, je suis pas sûr totalement, donc t'énerve pas si de cette comparaison si t'aimes pas le perso, mais bon, il y a un truc. Ok. Alors, on est parti. Ghost World commence sur une musique endiablée, qui est en fait extraite d'un film de Bollywood de 1965. J'ai fait ma petite recherche, un film qui s'appelle Gumnan. Et le générique se déroule sur cette musique et parallèlement, en fait, la caméra passe le long d'un immeuble des suburbs de Los Angeles. On est le soir et on voit des gens très moyens par leurs fenêtres. Et le tout est entrecoupé du coup d'extraits du film de Bollywood. Et puis finalement, on arrive sur la chambre d'une jeune femme, brune, aux cheveux courts, qui regarde le film à la télé. Donc en fait, c'est pour ça qu'on commence là-dessus. Et qui danse en même temps, elle est complètement à fond, elle s'éclate.
Et là, c'est la fin du générique, cut, et changement d'ambiance très brusque, parce qu'on est devant l'auditorium d'un lycée, et c'est le jour de la remise des diplômes. On assiste du coup au discours traditionnel de la remise des diplômes, qui est fait par une fille en fauteuil roulant avec un corset. Tout le monde est en toge rouge, en mode remise de diplôme à l'américaine. Et la fille en fauteuil, elle fait un discours un peu inspirant. Elle explique qu'il y a des hauts, des bas au lycée, et que ça lui a permis de réaliser qu'elle n'a pas besoin de compter sur la drogue et sur l'alcool. Donc, je pense qu'il a dû lui arriver un truc lié à ça. Et là, on est content pour elle. Ouais. Il y a une sorte de révélation. Elle dit même qu'elle est contente que... à part elle et sa copine, il n'y a pas eu d'autres blessés dans l'accident. Enfin bon, mais on est sur un ton un peu dark, un peu humour noir, pince sans rire. Et au moment où elle dit ça, on a un cut avec un plan sur la brune qu'on a sans doute vu au début, qui porte aussi des lunettes et qui n'est d'autre que Thora Birch, dont tu parlais en intro. Et en entendant ça, elle roule des yeux. Donc déjà, il y a son côté un peu edgy, un peu je vais commenter ce qui se passe. Thora Birch, au-delà de The Hall dont tu parlais, qui était à peu près à cette époque, elle avait percé 2 ans plus tôt avec American Beauty de Sam Mendes. Elle jouait la fille de Kevin Spacey. Et du coup, la meilleure pote de Mena Soufari, la pop-pom girl, sur laquelle Kevin Spacey fantasme avec cette fameuse scène avec les pétales de rose. Donc elle a déjà été remarquée au cinéma dans un rôle qui a un peu une dynamique similaire à celle que je vais vous raconter dans Ghost World, où elle est amie avec une autre personnalité du lycée. Mais vous allez voir, c'est un petit peu ça différent. pourrait être le sequel d'American Beauty un peu. Ouais, pas vraiment. Le Cinematic Universe de Thora Et dans Birch. The Hall, c'est pareil. Je crois qu'elle est amie avec... son autre amie, elle est blonde et elle est vachement plus à l'aise avec son image. Ouais. Et elle, c'est un peu la pote gothique, un peu émo, qui a beaucoup plus de mal à sortir de sa coquille. Donc elle était clairement dans un type de rôle très spécifique. Ouais, là, elle est clairement Thora Birch typecastée en la pote émo. Sauf que vous allez voir... c'est marrant, on n'a pas encore cité le nom de la pote. Vous allez la découvrir tout de suite. Mais elle pourrait être, surtout quand je vais dire le nom de l'actrice, typiquement la blonde populaire, etc. Mais elle n'est pas dans ce type de personnage. Parce que sa copine, c'est Scarlett Johansson. Ah oui. Scarlett Johansson, qui à l'époque avait 17 ans. Thora Birch avait 22 ans. Scarlett Johansson est introduite dans le film par un regard un petit peu ironique de Thora Birch, et on voit du coup qu'elles sont copines et qu'elles sont toutes les deux dans la même vibe. Et Scarlett Johansson n'est pas la pom-pom girl du lycée du tout, elle est exactement dans la même vibe que Thora. Donc, je crois que je savais pas ça. Donc voilà, ouais. J'apprends déjà plein de choses. Premier twist. C'est ça, premier twist, il y a Scarlett. Donc là, elles rigolent un peu toutes les deux. Il y a des applaudissements à la fin du discours. La fille termine son discours en concluant que dans la vie, il faut avoir la foi, de l'espoir et par-dessus tout, un sens de l'humour. Donc voilà, il y a une petite ironie sur ce qui lui arrive. Là, applaudissements. Et là, il y a 3 meufs qui débarquent sur scène en jogging fluo et crop top. Et elles se lancent dans un rap. Voilà. Génial. C'est ce qui conclut la remise des diplômes. Et cut, les lycéens sortent de l'auditorium. Thora et Scarlett balancent leur chapeau par terre. Elles sautent dessus avec leur Doc Martens. Elles lâchent un gros doigt d'honneur en direction du lycée. Vraiment, là, on a très vite caractérisé les persos. Et elles commencent à bitcher un peu sur la fille qui faisait son discours. Et un peu sur tout le monde. Et là, Thora découvre en ouvrant son diplôme que pour vraiment le valider, elle va devoir suivre des cours de rattrapage d'art plastique pendant tout l'été. Donc c'est un peu la tuile. Elle pensait être libérée, mais pas encore totalement. C'est une étudiante en art, c'est ça ? C'est des lycéennes. Les deux, elles viennent d'être diplômées, sorties du lycée. Rattrapage en art plastique, quand même, c'est... Ouais, je ne veux pas offenser les profs d'art plastique, mais est-ce que c'est vraiment le truc que tu as besoin de rattraper à la fin de ton diplôme ? C'est ça, c'est pas commun et pour le coup, ça fait chier. C'est marrant parce qu'il y a un autre film de Terry Zwigoff qui est adapté de Daniel Close et ça s'appelle Art School Confidential. En fait, c'est Daniel Close, il a fait une école d'art et ça a été une très très mauvaise expérience pour lui. Il a détesté. Et donc, il a fait une BD très très acerbe sur ça. Il y a eu un film qui est assez marrant d'ailleurs sur ce... Et pour le coup, c'est, cela dit, un ajout dans le film par rapport à la BD. Ah, d'accord. Okay. Le film est assez fidèle à sa manière à la BD, c'est-à-dire que
quasiment tout ce qu'il y a dans la BD, les séquences, des dialogues, se retrouvent dans le film, mais redispatchés de manière différente. Et il y a des choses qui ont été ajoutées, et notamment tout l'arc narratif autour des rattrapages en art plastique, c'est un ajout dans le film. Ok. Donc voilà, les persos sont vraiment bien plantés, on a compris à qui on a affaire, et on a un cut, et on est à la fête de fin d'année. Elles bitch sur tout le monde, elles sont vraiment un peu odieuses. Et clairement, du coup, on comprend... Elle birche. Elle birche. Oui, d'ailleurs, on va découvrir juste un petit peu après les prénoms des personnages, mais je vais continuer à les appeler Tora et Scarlett, comme ça permet plus facilement de visualiser qui est qui. Et dans leur caractérisation, on est vraiment sur des persos hyper blasés, et il y a une autre rêve qui n'est pas une rêve de BD, mais une rêve d'une série d'animation, c'est Daria. Et vraiment, le perso de Tora fait pas mal penser à Daria. Toi, t'étais comment au lycée, Anaïs? Je sais pas, j'étais bonne élève. Ok. Mais j'étais bonne élève en même temps un peu dissipée. Ok. Et je tenais beaucoup à cette image de meuf qui était à la fois forte en classe, mais qui n'écoutait pas trop, tu vois. Ok. Voilà, et de temps en temps, je fumais des clopes devant le lycée pour avoir l'air cool. Des clopes noires, Black Devil, très important dans la mode de l'époque. Parce que moi, je t'imaginais un peu à la Tora, justement, Doc Martens en marge, un peu à critiquer tout le monde. Non, c'était pas trop ton... Pas tant que ça. Enfin, en tout cas, les Doc Martens, j'en porte maintenant, mais à l'époque, non, j'étais plus... Par contre, j'avais une frange, clairement, et j'avais une frange un peu qui me tombait sur les yeux. D'accord. Donc, un peu le mood... Je juge un peu tout le monde. Mais en vrai, je jugeais pas. J'avais cette image, mais... Ouais. J'étais une personne très gentille. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on voit dans le film, c'est que pour juger tout le monde, il vaut mieux être deux, quoi. En fait, il faut avoir deux personnes dans le même mood qui se sentent pas compris, en fait. Ce serait pas très cinématographique, quelqu'un qui juge tout seul, parce qu'il faudrait qu'il parle tout seul dans sa barbe. Il passerait pour un fou, en fait. Bizarre, ouais. C'est clair. Bon, les deux filles vont au buffet, elles sont à la soirée, et là, il y a un mec qui vient aborder Scarlett. Donc je disais que j'allais vous dire les prénoms des personnages. Scarlett, elle s'appelle Rebecca, surnommée Becca. Et Tora, elle a un nom un peu particulier, elle s'appelle Enid. Ok. Mais pareil, je vais l'appeler Tora. Le mec essaie de faire la conversation avec Scarlett, il lui demande où elle va aller à la fac, mais en fait, Tora s'interpose un peu, elle est saoulée qu'un mec vienne aborder sa pote, et elle la remballe pour elle. Donc du coup, déjà, il y a un truc un peu dans la dynamique où on sent qu'il peut y avoir de la jalousie entre les deux, que Tora a un côté un peu possessif avec sa copine. Elle prend Scarlett par le bras et elle repère un petit couple qui est en train de se former, entre un mec et une meuf, qui ont l'air d'être des personnages assez populaires du lycée. Et elle balance une vanne qui donne une idée de son humour. Elle dit « Il ferait mieux de faire gaffe ou il risque d'attraper le sida quand il va la violer. » Ah ouais. On est sur un humour assez edgy quand même, assez violent. Ouais, c'est dark. Donc voilà, ça c'est une réplique qui est dans la BD. Et on est vraiment sur de l'humour noir très violent. Vous en pensez quoi de cette réplique ? C'est un bon combo pour démarrer. C'est comment marquer, 10 points d'un coup. Ça expose bien sida, viol, ok, c'est bon. Ça expose bien le personnage, en tout cas. On sait à qui on a affaire. Ouais. Bon, à ce moment-là, Tora voit un petit gros à lunettes en train de manger une part de gâteau. Et justement, c'est là qu'on va voir qu'elle peut aussi avoir des émotions. Elle se dit, mince, tu te rends compte qu'on ne reverra jamais Denis. Et en fait, elle est en train de regarder ce mec avec l'air un peu triste. Et on a l'impression qu'il y a quand même un cœur derrière cette façade de mauvais esprit. Mais on va venir. Bon, cut. Tora prend le petit-déj avec son père, qui est joué par Bob Balaban, qui allait plus tard notamment jouer le critique dans La jeune fille de l'eau de Shyamalan, et puis aussi être un des acteurs fétiches de Wes Anderson. Tora lui rappelle qu'elle a décidé de ne pas aller à l'université, et son père essaie d'insister. Il joue un peu son rôle de papa, il essaye de lui dire de garder ses options ouvertes, mais elle a pas envie de faire comme tout le monde. Et à la fin, il lui glisse qu'il est retombé par hasard sur une certaine Maxine, et on comprend que c'est une ex que Tora a dû connaître quand elle était plus jeune, et elle a l'air de pas trop la blairer, ça a l'air de plutôt l'emmerder que cette femme puisse revenir dans sa vie. On change de séquence et on est dans un café, et Tora est en train de dessiner 2 personnages sur son cahier à dessin.
Elle dessine bien, elle a des talents de dessinatrice de BD. Donc elle n'a pas besoin des cours de rattrapage en art plastique. En plus, et ça va être un vrai sujet, elle est talentueuse, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'art plastique pour qu'elle soit recalée? Sûrement, son caractère a pu jouer un rôle. Il y a un truc, en fait, dans cette scène, qui est que, en fait, je pourrais vous raconter le film, parfois juste en vous décrivant comment sont fringués et comment sont lookés les personnages, parce que ça a de l'importance, et parce que ça contribue beaucoup au mood général du film. Donc là, elle a ses lunettes à grosse monture noire, elle a un petit carré un petit peu plongeant, avec une sorte de petit bijou dans les cheveux, et elle a un t-shirt bleu avec un dinosaure écrit Raptor en gros. Et clairement, quand tu googles le film, tu retrouves sur Etsy le t-shirt. Et en fait, il y a plein de trucs, de tenues du film qui sont devenus un peu cultes. Et ça m'amène une question, Anaïs. Est-ce que le cinéma a pu influencer parfois ton look? Est-ce que parfois tu portes des t-shirts référencés? Oui, complètement. Je dirais le cinéma et la télé, notamment The Mindy Project, qui est une série de Mindy Kaling. Et c'est un personnage qui porte énormément de couleurs. Et moi, de nature, c'est pas trop mon cas. Ouais, là, tu as un t-shirt noir, je le dis pour voilà, ceux qui nous écoutent. Voilà, un pantalon noir. Je suis 100% en noir. Et j'ai souvent été 100% en noir. Et en fait... j'avais l'impression que la couleur, ça m'irait pas ou que c'était un truc un peu trop osé. Enfin, je pense que quand on porte du noir, c'est aussi pour être discret, en fait, pour pas se faire remarquer. Ouais. Et ce personnage-là se fait énormément remarquer et porte toujours beaucoup d'imprimés de couleurs très vives. Et j'ai commencé à porter de la couleur grâce à ce personnage. Ok. Donc, ça m'a vraiment pas mal influencée. Et après, il y a plus... j'ai des lubies. Genre quand j'avais vu La Favorite de Yorgos Lanthimos, je voulais absolument avoir une redingote après parce que je trouvais que Rachel Weisz en redingote, c'était le truc le plus sexy de la Terre. Ouais, donc c'est plutôt au niveau vraiment de la DA, de ta DA générale qui est inspirée par les costumes au cinéma. C'est pas le côté fétichiste d'aller reprendre un t-shirt ou un objet ou un truc qui est vraiment visible dans un film. Ouais, non, ça pas trop. Enfin, j'ai un t-shirt en chevron par exemple parce que ça me rappelait Twin Peaks. Ouais. Mais sinon, pas forcément des t-shirts tirés du costume d'un personnage. Vous, oui? Moi, pas trop, Hugo. Moi, j'aime bien avoir des t-shirts qui font un peu des clins d'œil à des films. Enfin, j'ai souvent porté le Vote for Pedro de ce que j'allais te demander, par exemple. Si t'as pas vu le film, en fait, ça te dit rien et le t-shirt est un peu transparent. Ouais, d'accord. J'aime bien l'idée d'une petite ref, mais cryptique, un peu potentiellement qui se remarque même pas, quoi. Oui, plutôt qu'avoir un truc avec marqué le dîner de con sur un t-shirt. C'est clair. Non, c'est vrai que je sais pas ce qu'on pourrait porter pour faire hommage au dîner de con. Un t-shirt blanc avec marqué juste le blanc. Ah ouais, ça serait bien. Bien, ouais. On va lancer du merch Kelmos en fait. Dites-nous en commentaire si vous voulez un t-shirt juste le blanc. Bon, Scarlett arrive dans le café. Tora lui montre le couple qu'elle est en train de dessiner et elle lui dit que c'est des satanistes, d'après ce qu'elle a observé. Excellent. Et là, il y a un mec qui les connaît toutes les deux qui débarque. Et il a un polo manche longue à rayures avec un soupule col roulé dessous. Pour moi, ça présente le personnage. Et il a un petit début de calvitie et il est très sarcastique. Il les aborde en disant « Ah, mais il les présente en disant « Ah, c'est la petite fille juive et son amie Ariane. » Donc, il y a aussi ce genre de... Tora demande si il a amené la cassette. Et effectivement, il a une VHS sous le bras. Et le truc, c'est qu'il dit qu'il n'a pas été payé pour la cassette de la danse de Bollywood. Donc, apparemment, c'est son dealer de VHS. Et il lui sort une blague antisémite, parce que apparemment ça fait partie de son perso. Attends, ça se passe en 2001 Ouais. Ok. Ouais, c'est contemporain. D'accord. Et il y avait encore des VHS en 2001 Ils sont edgy, tu vas voir d'accord. dans le film. Ils sont vintage. Mais oui, il y avait encore des VHS en 2001. C'est vrai. Donc je disais, elle l'insulte, et à ce moment, il y a les pseudo-satanistes qui sortent du café, et Tora propose de les suivre. Scarlett trouve l'idée géniale, et du coup, elle se retrouve à les suivre dans la rue. Et à un moment, elle passe devant un diner imitation des années 50, et elles oublient complètement leur quête initiale, et elles se disent « Oh, c'est trop cool, il faut absolument qu'on aille dans ce truc », et elles font des commentaires très sarcastiques sur le fait que la DA est super mal faite, que c'est genre le pire diner imitation des années 50, mais du coup, c'est ça qui rend le truc génial. Trop ironique. Ouais, hyper ironique. Vraiment, on est vraiment sur ce genre de personne. Tora est en train de lire les petites annonces dans le journal. Et c'est les petites annonces de mecs qui cherchent à retrouver des meufs
ou inversement, des gens qui se sont croisés, ils essayent de se retrouver via les petites annonces. Un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. Exactement. Et elle décide de faire une blague à un des gars qui a laissé une petite annonce en l'appelant pour se faire passer sur la blonde incroyable qu'il recherche. Pas très sympa, mais c'est ce qu'elles ont envie de faire. Bon, on l'a tous fait, non? T'as fait ça? Bah, moi, j'ai fait beaucoup de canulars téléphoniques quand j'étais au collège et au lycée. Inspiré par personne, par moi. Jean-Yves Lafesse. Le classique. Ouais, c'est ça, exactement. Le GOAT. RIP Jean-Yves Lafesse ou pas? Ouais, putain, RIP. J'avais un doute. Oh là là, j'ai un petit vague à l'âme. Bon, elle lui demande au gars de la petite annonce de venir avec le gilet vert qu'il a mentionné dans l'annonce. Et puis, toutes les deux, elles vont dans une supérette. Et là, il y a un jeune employé qu'elles connaissent. Et il est joué par Brad Renfro. Et je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Non. Il joue pas chez Larry Clark, lui? Ouais, il a joué dans Bully. Ouais. En fait, à la base, c'est un enfant acteur qui a commencé dans Le Client de Joel Schumacher. Il joue notamment Brad Pitt enfant dans Sleepers de Barry Levinson, qui est aussi un film assez glauque. Bully de Larry Clark, c'est très glauque. Et il joue aussi dans Un élève doué de Bryan Singer. C'est un peu glauque aussi. Et il y a des films pas glauques qu'il est. Non, parce qu'en fait, il est mort d'une overdose d'héroïne en 2008 à 25 ans. Ah, c'est horrible. Donc, ça fait partie des jeunes acteurs d'Hollywood qui ont eu une carrière avec quand même beaucoup de films et qui sont morts super jeunes. Après, Jean-Yves Lafesse, on peut faire un petit hommage à Brad Renfro, je pense. En fait. Donc là, Brad joue le rôle d'un mec qui s'appelle Josh. Et elles sont venues le chercher à son boulot parce qu'en fait, elles veulent qu'il les emmène quelque part en voiture. Et dans la supérette, à ce moment-là, il y a un mec qui rentre dans le magasin avec une coupe mulet et une moustache. Il est torse nu, musclé, super sec. Et il commence à y avoir une engueulade avec le patron. Il finit sur le parking à faire des nunchakus. Pour le moment, ça sert à rien dans l'histoire, mais c'est pour... C'est un fusil de Tchekhov. C'est un mini fusil de Tchekhov. C'est un mulet de Tchekhov, il va revenir. Mais surtout... Un nunchaku de Tchekhov. Exactement. On est sur le meilleur nunchaku de Tchekhov de l'histoire. Parce que vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le cinéma. Le nunchaku va revenir. Cut, du coup, Josh a finalement accepté de les accompagner en voiture. Les filles sont toutes les deux à l'arrière et il ne comprend pas trop pourquoi elles avaient besoin de lui parce que la destination où elles veulent aller est vraiment à 5 minutes à pied. Et en fait, elles avaient plus besoin aussi de lui au-delà du trajet, qu'il soit avec lui au cas où il y a un problème avec le mec de la petite annonce. Parce qu'en fait, elles veulent qu'il soit avec lui pour observer le mec à qui elles ont fait le prank odieux de l'inviter à un faux date où il n'y aura personne, quoi. Oh, ça va, il s'en remettra. Ouais. Bon, ils sont tous les trois, du coup, dans un box du diner ambiance années 50, parce que c'est là qu'elles ont donné le rendez-vous. Et c'est là qu'arrive le mec de la petite annonce. Il a un gilet vert comme prévu, et il est joué par Steve Buscemi. Oh, trop bien. Pareil, je vais l'appeler Buscemi jusqu'à ce qu'on découvre son prénom. Après, je l'appellerai peut-être par son prénom, on verra. Bref, il s'installe au bar. Il prend un milkshake à la vanille. Les trois ados le matent de loin en faisant des commentaires. Et le temps passe jusqu'à ce qu'il se rende à l'évidence qu'il s'est fait poser un lapin. Et là, parce que donc c'était il y a 25 ans, il a quel âge à peu près, Steve Buscemi? Parce que c'est un peu le genre d'acteur que tu imagines perpétuellement vieux. Ouais. Enfin, tu vois, que tu imagines jamais avoir eu moins de 45 ans, quoi. Exactement. Il a une tête, il n'a pas l'air jeune, clairement. Et en 2001, il a 44 ans. Donc, il a le double de l'âge de Thora Birch, par exemple. Wow. Donc, comme je disais, il s'en va un peu tristoun, il s'est pris un gros lapin. Les trois, du coup, se sentent quand même un peu mal en le voyant comme ça. Les filles se disent qu'elles devraient le suivre jusque chez lui. Elles sont quand même très intriguées par le perso. Et Josh est pas chaud, ça commence à le saouler de les balader partout en voiture. Mais apparemment, elles sont persuasives parce qu'ils le font quand même. Et elles arrivent du coup devant chez lui. Scarlett trouve qu'il n'a pas l'air si dégoûté que ça finalement. Et Thora se dit que c'est parce que ça doit lui arriver tout le temps, en fait, de se prendre des lapins, des choses comme ça. Ah, bah oui, c'est possible. Cut, on est avec Thora en cours d'art plastique. Enfin. L'arc cours d'art plastique revient.
Et ils sont en train, les élèves, de regarder une vidéo super chelou en noir et blanc, avec des membres de poupées jetés dans des chiottes, et une voix lancinante qui dit Mirror, favor, mirror, en boucle. Et la prof d'art plastique explique que c'est une de ses œuvres et qu'elle aime bien la montrer aux gens pour qu'ils puissent mieux la cerner. Génial. Donc ça présente encore une fois le perso. Tora, elle est blasée pendant ce cours. Elle dessine sur son carnet à dessin. On a déjà dit qu'elle était talentueuse et on se demande un peu ce qu'elle fout là. Est-ce qu'elle fait le truc de caricaturer le prof sur son cahier Elle caricature plutôt un truc un peu dark. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poignarder le ventre ou un truc. Elle fait pas un S graphique Non, comme on faisait tous en cours de maths. Elle est talentueuse, en fait, c'est ça, c'est qu'elle elle peut faire des vrais dessins. Oui, le S, c'est par défaut. Ouais. Je vois pas ce que tu veux dire. Et en faire d'autres. Cut, les deux filles continuent de stalker Steve Buscemi. Et là, elle fouille carrément dans la boîte aux lettres devant chez lui. Et elle voit qu'il reçoit du courrier de l'Association nationale des personnes atteintes de psoriasis, la maladie de peau, là. C'est des grosses plaques. Et puis, elle réalise qu'il est dehors, en fait. En fait, il y a une petite brocante de quartier et il est en train d'organiser son stand. Elle décide d'aller voir de plus près. Et elles n'osent pas aller directement sur Steve Buscemi, donc elles abordent le gars au stand d'à côté, qui en fait est le coloc de Steve Buscemi, qui en fait, on l'apprend là, s'appelle Seymour. Okay. Et comme je trouve que c'est plus facile à prononcer, à partir de maintenant, je l'appellerai Seymour. Et lui, il est spécialisé dans les disques. Donc Tora, assez naturellement, l'aborde sur ce sujet. Elle lui demande s'il n'a pas des vieux disques de musique indienne. Il dit qu'il en a peut-être dans sa collection perso, mais qu'il est pas vendeur parce que en plus il collectionne pas tant de musique internationale et que si c'est dans sa collection perso, ça serait sûrement des 78 tours. Je sais pas si vous savez ce que c'est les 78 tours. Ouais, vite fait, mais En fait, j'ai fait des recherches parce que moi j'y connais rien, mais en fait c'était les premiers supports physiques qu'on progressivement été remplacés par les disques micro-sillons qu'on connaît, qu'on appelle les vinyles, à partir des années 50. Et du coup, il y a beaucoup de disques originaux qui sont en 78 tours. Donc lui, clairement, c'est un méga nerd du vinyle, il connaît tout. Et du coup, il recommande un disque à Tora en disant que la version 78 tours existe aussi, mais qu'elle est ultra rare. Il y en a genre 5 dans le monde, mais il connaît un mec qui en possède un. Donc c'est sa manière de se vanter, c'est de dire des phrases comme ça, genre oh là là, c'est super rare, mais je connais un mec qui en possède un. Bref, donc Tora lui achète la version vinyle normale qui coûte 1,75 $. Et Scarlett se retient un peu de rigoler au moment où Seymour lui emballe le disque dans un petit sac en plastique. Vraiment, elles sont toutes les deux quand même un peu pestes. Et surtout Scarlett à ce moment-là. On les voit de nouveau au diner en train d'éplucher des petites annonces d'appart, cette fois. Parce qu'elles ont l'idée d'emménager ensemble. Elles débriefent la rencontre avec Buscemi. Tora dit qu'il avait l'air un peu pathétique, mais que ça l'a ému. Et Scarlett balance ah ouais, carrément, il devrait juste se suicider, en fait. Ah, ok. Donc, et en fait, on sent que Tora... en gros, c'est le genre de conversation qu'elles ont normalement, mais que là, Tora, elle a l'air de quand même bien l'aimer un peu plus que la moyenne de l'humanité, quoi. On est à nouveau dans une nouvelle séquence. Elle décide d'aller chez Josh, le mec de la supérette, avec comme projet global de l'emmerder. C'est ça, c'est leur quotidien. Et sur le chemin, elle passe devant un vieux tout seul sur un banc. Et elles disent que c'est un vieux qu'elles ont déjà repéré parce que c'est un mec qui attend un bus qui n'arrive jamais. Et elles se demandent s'il est juste fou ou s'il croit vraiment que le bus va arriver. Donc Tora décide de l'aborder et elle lui dit que quand même la ligne est fermée depuis 2 ans. Et lui il répond qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, qu'elle raconte n'importe quoi. Est-ce que le Ghost World, du coup, c'est un peu genre le monde auquel les autres prêtent pas attention et c'est un peu le monde des marginaux Il y a un petit peu de ça, ouais. Okay. Ou il y a une autre approche. Effectivement, c'est-à-dire que les ghosts, je pense qu'il y a plein d'interprétations, mais ça peut être les gens qui habitent ce monde sans y faire attention. Ça peut être, à l'inverse, ceux qui sont ces marginaux. T'as parfaitement résumé le truc.
elles arrivent chez Josh et il n'est pas chez lui. Alors, elle lui laisse une note que je vais vous lire et qui est exactement la même dans la BD. Cher Josh, on est passé pour te baiser, mais tu n'étais pas chez toi, donc tu es gay. Signé Amber et Tiffany. En plus, elle signe un autre truc. Un bon prank aussi à essayer chez vous. Ouais. Tora repasse chez elle et elle décide d'écouter le vinyle qu'elle a acheté. Le temps passe, le vinyle est toujours en train de tourner et la caméra tourne autour d'elle. Elle a l'air assez émue. On est le dimanche suivant et elle est retournée au stand de Seymour dans sa brocante de quartier et elle lui raconte du coup qu'elle a écouté le disque en boucle. Il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Parce que tu as évoqué la différence d'âge avec un air très inquiet tout à l'heure. Exactement, on reviendra sur ce sujet, ne t'inquiète pas. Mais c'est pas tout de suite encore. Ok. Il lui dit qu'en fait, le mec qui a le 78 tours chez lui, c'est lui. Plot twist. Plot twist. Et il lui propose de monter le chercher pour lui montrer. Ah bah oui, au moins, il lui propose pas... Steve qui te dit, viens dans mon grenier, je vais te montrer un CD rare. Justement, au moins, il lui propose pas tout de suite de venir chez lui pour le regarder. Ouais. Il va le chercher, il redescend dehors. Donc en fait, quand même, le perso, dès ce moment-là, et le sujet va revenir, a quand même très conscience d'être beaucoup plus vieux qu'elle, quoi. En plus, en fait, il y a notamment la différence d'âge, mais il y a aussi le fait qu'elle est... elle était lycéenne, quoi. C'est des très jeunes adultes. Bah oui. Alors, c'est techniquement illégal, je crois, aux États-Unis. Oui, en plus, je dis adulte au sens elle doit avoir genre 18 ans. Ouais, c'est ça. Enfin, l'actrice a 22 ans, mais les persos... mais elle est lycéenne, donc elle n'est pas majeure en fait, aux États-Unis. Quoi. Exactement. En plus, la majorité aux États-Unis a 21 ans. Et Scarlett, elle a 17 ans, vraiment. Donc voilà. On en reparlera, ne t'inquiète pas. On revient à art plastique, qui, je sens, vous passionne. En tout cas, moi, l'œuvre de la prof, j'ai trouvé ça assez chouette. On sent que ça t'a touché. Justement, il y a à nouveau des œuvres. Cette fois, c'est des œuvres réalisées par les élèves et elles sont accrochées au mur. Et Tora, elle l'a pas accroché au mur, son œuvre. Elle a rendu son cahier à dessin, donc avec plein de dessins. Et la prof critique vachement son travail, la rabaisse beaucoup en disant que c'est du genre de truc un peu pop, un peu mineur. Et elle parle en revanche d'une sculpture en cintre d'une autre élève. Et là, la prof dit que ça, c'est de l'art avec un grand A. Enfin, vous avez eu des profs comme ça qui faisaient dans l'humiliation, dans le fait de rabasser les uns pour... Ah oui, complètement. Ouais. Moi, j'ai eu un prof d'histoire géo, notamment, qui m'avait dit, quand je lui avais dit que je voulais faire Sciences Po, non, mais Sciences Po, c'est pas pour les élèves comme toi, c'est pour les élèves comme... Et là, il avait montré l'autre meuf qui était très, très bonne en cours. Et j'ai eu Sciences Po. Donc, je suis retournée le voir l'année d'après pour lui dire que je l'emmerdais. Mais... Du coup, est-ce que tu vas faire une story comme Pierre Ninet pour dire hey, madame... Quand tu auras un Golden Globe. C'est ça. Je pense que c'est bon, on a chacun notre karma. Alors, revenons au film. On est cette fois dans un vidéoclub. Et l'employé du vidéoclub, qu'on ne va voir que dans une courte séquence, c'est Patrick Fischler. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Patrick Fischler. Tout à fait. Patrick Fischler, qui est le monsieur qui sursaute derrière la poubelle dans Mulholland Drive. Exactement. Et qui jouait dans Mad Men aussi. Et qui a un visage très particulier, des cheveux très noirs. Ouais, pareil, on est sur un perso de plus qui a vraiment une gueule très graphique et qui participe vraiment à l'ambiance du film. Ouais. Y a un petit gag cinéphile avec un client qui est venu pour louer 8,5. Et Patrick Fischler check dans son ordinateur et lui propose d'aller au rayon drame érotique pour trouver, tu l'as Hugo 9 semaines et demie. 9 semaines et demie, voilà. Petite blague cinéphile. Et mathématiques. Et du coup, Scarlett et Tora traînent dans les allées. Scarlett dit qu'elle va bientôt commencer son boulot et qu'elle a envie de passer une bonne soirée et de s'éclater un petit peu. Et l'idée, à la base, c'était de louer un film, mais Tora dit que tous les films sont nuls de toute façon. Et surtout, elle a une idée de soirée à laquelle elle pourrait aller ensemble. Et là, cut, on est à une soirée avec que des vieux gars et que des audiophiles. Oh non. Parce qu'on est une soirée très probablement chez Seymour. D'ailleurs, on le voit au fond. Et on est, je pense, l'enfer sur Terre. Chez Seymour directement. Ouais, c'est chez Seymour, mais avec plein de gars. Donc il a plein de potes. Ouais. Okay. Et en tout cas, des fréquentations. Il a peut-être mis une petite annonce. Hein.
Sûrement, où il les connaît par la brocante au bout d'un moment. Ouais. Et pour vraiment installer l'ambiance de la soirée, d'ailleurs, on n'a pas encore vu les filles, mais pour installer l'ambiance de la soirée, on est sur deux mecs qui ont un débat, mais vraiment très très nerd, sur la comparaison CD-vinyle. Et ils citent plein de références, voilà. Et la caméra les suit, et là, on découvre Scarlett et Tora qui sont sur le canapé. Scarlett, elle est mortifiée. Et elle dit à sa pote, tout simplement, « Je te déteste ». Ma question, c'est, est-ce que c'est pas le signe d'une bonne amitié quand on accompagne son ou sa meilleure pote dans des gros bourbiers comme ça? Si, totalement. Enfin, moi, je l'ai beaucoup fait et j'ai une amie qui l'a beaucoup fait pour moi aussi. Et je pense que c'est très important, surtout quand tu es dans une soirée avec plein de vieux mecs, de t'assurer de rester, même si tu n'as pas envie de rester, parce que tu sens que ta pote a envie de faire des conneries et que tu vas quand même rester pour t'assurer que tout ira bien jusqu'à la fin de la soirée, quoi. Clairement, on est dans cette dynamique-là. On comprend, on lit entre les lignes que Tora a insisté pour que Scarlett vienne parce qu'elle avait envie d'y aller, mais pas envie d'y aller toute seule. J'ai vraiment l'impression que ce film est sur mon expérience de lycée. Tu vois que j'avais quand même un peu cerné. J'espère que mes parents n'écouteront pas cet épisode, mais ça me parle beaucoup. Je me dis que c'est plutôt marrant pour elles deux, d'être dans un endroit comme ça, elle qui aime bien persifler sur les gens et tout, justement, parce que ça peut pas être un bon support pour... Mais là, pour Scarlett, c'est trop. D'accord. Ouais, j'avoue. Et en tout cas, c'était pas ce qu'elle avait en tête, dans le sens, elle avait envie de s'amuser un peu avant d'attaquer le boulot. Donc, je pense que c'est pas ce qu'elle avait en tête. Clairement, j'ai l'impression qu'il y en a une des deux, Tora, qui est un petit peu plus dark que l'autre, ou qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus existentiel, exactement, un peu plus douloureux, alors que Scarlett, elle est peut-être edgy, elle fait des blagues un peu déplacées au serveur, mais au fond, c'est une adolescente normale qui veut aller à la fac et qui est un peu plus connectée à la réalité, en fait. On voit deux mecs qu'on ne connaît pas discuter en regardant les filles de loin. Et un des deux se met en tête d'aller essayer de les draguer. Il fonce tout droit sur Scarlett. Elle lui répond quand même, instinct de survie, en donnant un faux nom. Elle s'appelle Melora. Et ils ont un début de conversation, mais on sent que le gars fonce droit dans le mur. Et Tora en profite pour aller retrouver Seymour. Lui, il est en train d'essayer de refourguer des 78 tours à un autre gars. Donc, lui, c'est presque un événement professionnel, en fait, pour lui. Lui, c'est le pic de son existence, cette soirée, quoi. Ouais, son existence, franchement, elle a l'air un peu dure. Elle comprend, du coup, qu'il est en train d'essayer de vendre des trucs. Et là, il se la pète un peu en disant que là, ce qu'il essaye de vendre, c'est rien par rapport à sa vraie collection. Parce que sa vraie collection, elle est dans la pièce spéciale avec sa vraie collection. Ah, mais évidemment, ouais. Une pièce à part. Ça l'intéresse quand même, donc ils y vont. Et il dit qu'il n'a pas tant de disques que ça, il en a juste à peu près 15 078. Et il essaie de limiter sa collection seulement à ce qui est vraiment essentiel. Bon, Tora, elle aime bien la pièce. Elle dit que c'est sa pièce de rêve, que lui, c'est le mec le plus chanceux du monde. Elle trouve ça incroyable. Et lui, il se dévalue un peu. Il dit qu'il collectionne des choses parce qu'il n'arrive pas à connecter avec les gens. Il est un peu lucide quand même sur lui-même. Et il amène quand même ce sujet qu'il n'a pas eu de copine depuis une éternité. Mais t'inquiète pas, Anaïs, ce n'est pas encore tout de suite. Je suis très tendue, là. Je suis très stressée pour Tora. Et Tora lui dit que c'est pas normal parce qu'il est super cool comme gars et elle lui propose de l'aider à pécho. Ok. Cut, il se balade dans la rue, elle a un petit carnet pour prendre des notes et elle pointe des femmes dans la rue et elle lui demande si par exemple elle serait intéressée. Enfin, elle essaye un peu de cerner ses goûts. Et justement, ses goûts à lui, du coup. Ses goûts à lui en matière de femmes. Et justement, elle lui demande aussi de lister ses 5 principaux centres d'intérêt. Et alors lui, il dit qu'il n'est pas sûr de vouloir rencontrer quelqu'un qui partage ses centres d'intérêt parce que ses centres d'intérêt sont nuls. Toujours son côté... Et il joue beaucoup sur cette corde et je sens que quand même, ça commence à marcher sur toi. Pas suffisamment pour shipper Tora et Seymour, mais c'est triste, quoi. Ouais, mais il a vraiment ce côté pathétique en lui qui est un petit peu dur et il est vrai un petit peu attendrissant. Surtout que c'est vrai que, après,
on sait pas grand-chose d'autre, à part qu'il est joué par Steve Buscemi, Ouais. mais un collectionneur de vinyle qui est hyper passionné par la musique, c'est pas la plus grosse star de l'histoire, je pense, pour Pécho, quoi. Enfin, Bah, on sent que oui, ça aide pas forcément à pécho. Et d'ailleurs, quand il commence à lister ses 5 centres d'intérêt, on va voir si ça en apprend beaucoup plus sur lui, mais il dit... alors, bon, je pense que je mettrai en premier jazz traditionnel, ensuite blues, et après ragtime. oh non. Donc, c'est un peu dur. Ok. Et alors là, tous les deux, ils passent devant une librairie porno slash sex shop. Et elle est à fond. Elle veut absolument rentrer dedans avec lui. Et elle raconte que ça fait longtemps qu'elles veulent y aller avec Scarlett, mais qu'elle ne trouve jamais un mec pour les accompagner. Lui, il est ultra mal à l'aise. Mais bon, il y a son enthousiasme, elle réussit à le convaincre. Et on voit qu'à un moment, elle lui supplie d'acheter un truc. On ne voit pas tout de suite ce que c'est. Et en fait, on le découvre dans le cut. C'est un masque de Catwoman en latex. Et en fait, dans le cut, elle le porte avec ses lunettes par-dessus. Et c'est un des trucs un peu iconiques, d'ailleurs, qui est repris sur certaines affiches du film. Enfin, c'est un des trucs de style qui est porté un peu ironiquement, mais c'est marrant. Enfin, voilà, donc elle a flashé là-dessus. Et puis là, les séquences s'enchaînent assez vite. Tora rentre chez elle. Son père est en train de manger avec son ex, Maxine. Tora est exaspérée. Il y a une petite interaction qui renvoie à l'enfance de Tora, parce qu'en fait, Maxine dit qu'elle a eu un petit rôle à jouer dans la personne qu'elle est en train de devenir. Tora est trop saoulée. Et on revient à votre arc préféré du film, le cours d'art plastique. Ouais. Elle a fait un dessin. Et l'autre élève, que la chouchoute de la prof, a fait une sculpture avec un tampon dans une tasse de thé. Et elle dit que c'est du ready-made pour témoigner de la place des femmes dans la société. Okay, la prof super. adore. Ouais. Voilà. On enchaîne. Les filles, donc Scarlett et Tora, sont dans un café et elles ont une conversation sur le fait que les mecs ont toujours l'air de préférer Scarlett. Et ça, c'est un truc qui revient souvent, je trouve, dans les films sur l'amitié entre femmes, ou sur les relations entre femmes en particulier. J'ai l'impression que la notion de rivalité, dans la manière de parler des amitiés féminines, revient beaucoup plus souvent que dans les films sur l'amitié masculine. C'est-à-dire que il me semble que c'est beaucoup moins un sujet. Ouais, et tu veux dire au cinéma, alors que dans la vraie vie, par exemple, la rivalité c'est ça, ma entre question. hommes ou entre adolescents peut exister autant chez les hommes que chez les femmes. C'est ça ma question, c'est est-ce que toi, tu as l'impression que cette notion de rivalité entre les femmes, c'est quelque chose qui existe dans la réalité? Est-ce que c'est un truc qui est induit par la culture? Est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas? Enfin, il y a un peu ce sujet-là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui existe, c'est sûr, et qui est construit. Totalement, en partie par la pop culture, même si on ne sait pas ce qui est arrivé en premier, mais c'est aussi vu qu'on est entraîné en tant que femme à être valorisé par le regard des hommes, forcément on va vouloir l'être plus que les autres femmes. Et donc, ça va créer des dynamiques de rivalité, même quand on n'a pas envie qu'elles soient là. Aussi parce que les hommes, peut-être pas individuellement, mais en tant que système, nous placent en rivalité, nous comparent et qu'on se compare nous-mêmes. Mais je suis sûre que, je sais pas, quand vous êtes ado, en tant que garçon, vous comparez sans doute aussi aux autres et vous avez des notions de rivalité sur, je sais pas, qui a réussi à pécho en premier ou qui a la meilleure, la meilleure réputation. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas sûre que ce soit propre aux femmes, mais c'est vrai que dans la pop culture, on a l'impression qu'il y a que les femmes qui sont rivales. C'est ça. Parce que moi, je pense que c'est très présent dans la réalité pour les hommes. Ouais. Et tu as même d'ailleurs le cliché qu'on dit dans la réalité, c'est quoi l'expression concours de beat. Voilà, le concours de beat. Oui. Exactement. Non, mais il y a ça. En fait, il y a le concept du concours de beat, qui est un truc qui existe vraiment dans la réalité. Mais c'est pas un trope aussi présent que la rivalité féminine, qui, dans les rares films où on voit justement des relations féminines vraiment détaillées, j'ai l'impression qu'on revient quasiment tout le temps. La manière dont tu le décris, moi, ça m'évoquait moins une rivalité un peu cliché et insupportable au cinéma, et plus une insécurité qui existe vraiment, je pense, surtout à l'adolescence entre filles, où si on a l'impression que notre copine a plus de succès de nous, on a l'impression que ça dit quelque chose profond sur notre valeur à nous, et qu'on va essayer du coup de se comparer en permanence
parce qu'on n'a pas confiance en nous, quoi. Mhm. Donc, en tout cas, la manière dont tu le décrivais, j'ai l'impression que c'était plus ça, quoi. Si elle se plaint que Scarlett a plus de succès, que c'est pas parce qu'elle déteste Scarlett, c'est parce qu'elle se déteste peut-être elle-même ou qu'elle n'a pas une bonne image d'elle-même, quoi. Et tout à fait, c'est confirmé par la suite du dialogue, parce qu'en fait, Scarlett lui répond qu'elle a l'impression que de toute façon, Tora, elle déteste tous les mecs. Mm. Et Tora précise, pas tous. Cut. Not all men. Not all men. Cut, on est dans la voiture avec Seymour. Oh là là. Ah oui, ça arrive. Mais Attends, pas encore elle tout de dit suite. pas tous, il y a un cut et ils sont tous les deux dans Ouais. la voiture. Ok. Il a pris un disque avec lui et ils vont à un concert dans un bar où il espère se le faire dédicacer par le mec qui passe en première partie. En fait, on découvre que c'est un bar qui passe du sport, avec à part eux, quasi personne n'écoute le vieux mec qui joue du blues. Et donc déjà, il est dans le mal. Et Tora repère une femme pas mal, quelque part dans le bar, et elle va tenter de la brancher pour Seymour. La femme est partante, elle va s'asseoir à côté de lui. Il commence à parler du musicien qui vient de passer, et elle dit qu'elle adore le blues. Et là, qu'est-ce que fait Seymour ? Il se met à faire du air guitar. Non, il la reprend. Et Il il part vient la pleurer aux proposition. toilettes. t'as pas encore bien cerné ces mots. En fait, il la reprend en disant, ah, en fait, techniquement, c'est plutôt du ragtime. non, putain. Ah, Seymour. Et bon, ça jette un froid. Il part dans des explications, vraiment, t'es mal pour lui. Oh là là. Et à la fin, elle dit, ah bon, bah ok, mais bon, si t'aimes le blues, tu vas sûrement aimer le groupe qui passe après, parce qu'il s'appelle Blues Hammer. Et en fait, c'est juste, on écoute ensuite le groupe qui passe, et c'est juste une sorte de rock dégueulasse de Jones, Ah, ok. qui chante des textes de blues. C'est des blancs qui chantent des textes de blues sur du rock horrible. Et là, tout le monde dans le bar commence à se mettre à danser. Quelqu'un renverse un verre sur Seymour, qui est vraiment pas du tout à sa place. Et il se barre avec Tora. Dans la voiture, il dit qu'il se souvient pourquoi il sort jamais. Oh. On a vraiment passé une soirée de merde. Et il a l'impression que 99% des gens sont dévots, il se sent pas en connexion avec le monde et son époque. Et on est de retour dans son appart. Ils écoutent un disque ensemble et elle fouille un peu. Donc on est dans la pièce, la man cave de Seymour. Et elle regarde, parce qu'il a aussi plein de bibelots, des affiches, des trucs. Et en fouillant parmi les affiches, elle tombe sur un grand poster de caricatures racistes. Ah. Donc là, Un nouveau plot twist. nouveau plot twist. Donc là, elle commence, elle le vanne en disant, mais attends, mais c'est quoi ce truc ? T'es un mec du KKK ou c'est quoi ? Enfin, c'est malaise. Et il explique que en fait, c'est l'ancien logo de la chaîne de restaurants pour laquelle il bosse. Alors, il bosse dans les bureaux de cette chaîne de restaurants. Et c'est une chaîne de restaurants qui s'est rebrandée progressivement parce qu'elle avait un logo raciste, comme un truc comme Banania à l'époque. Et il a un peu collectionné des choses de l'évolution de cette... C'est bizarre d'avoir comme ça dans son grenier l'évolution des logos de l'endroit où tu Ouais, c'est travailles. clair. Quoi. C'est une passion. Il est bizarre. particulière, ouais. Mais du coup, on voit aussi qu'il a un œil pour le graphisme et Ouais. l'art, Exactement. qui crée un lien avec Tora. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle lui demande si elle peut lui emprunter l'affiche parce qu'elle a une idée derrière la tête. On va revenir au cours d'art plastique, j'ai l'impression. Bien joué. On est trop fort. On arrive au cours d'art plastique et la prof est assise en tailleur sur la table et elle souhaite discuter de cette œuvre, entre guillemets, parce que derrière elle, on a le poster avec la grosse tête, la grosse caricature raciste. Et Tora se lance dans une argumentation virtuose en disant que c'est du ready-made pour témoigner du racisme de notre société et de l'hypocrisie autour de ça. Et la prof trouve ça extraordinaire, génial, trop bien. Cut, Tora bosse maintenant à la confiserie d'un cinéma multiplex. Mais elle a du mal à pas être sarcastique avec tout le monde. Elle critique les films que viennent voir les gens. Elle fait des vannes sur le popcorn que commandent les clients. Bon, elle se fait virer direct. Vous avez des anecdotes de petits boulots comme ça ? Ouais, moi j'ai vendu des muffins et des brownies à la gare Montparnasse. Ok. Fun job. Ouais, c'était... on rencontre des gens intéressants aussi Ok. en travaillant dans une gare. Ouais, en fait, tu découvres un peu combien de temps les trucs sont conservés. Putain.
Ouais. Voilà. Tu vas plus dans les boulangeries de gare maintenant. Non, pas trop. Faut se méfier des muffins en particulier, je pense. Ouais. Toujours un peu sécos sur le dessus. Tu crois que ça a de la croustification, mais en fait, c'est juste du moisi. Ouais. Non, après, je crois qu'ils font un peu gaffe, mais bon, enfin, en vrai, j'ai vu des trucs pires quand j'y travaillais plus, tu vois, genre les rats qui circulent derrière les étalages. Hugo, un truc sur les petits boulots? Moi, j'ai fait un stage d'1 mois à l'Institut français du textile et de l'habillement. Et le principe du stage, c'était de détricoter des chaussettes. Donc, j'ai fait ça pendant 1 mois. Avec une machine ou à la main? Non, à la main. Wow. Pour ensuite qu'ils fassent des tests pour savoir si le pourcentage de chaque composant était bien le bon. Et donc, voilà, je suis un expert en détricotage de chaussettes. Mais c'est génial. C'est génial, la première journée, c'est marrant, mais au bout d'un moment, c'est tellement spécifique, en fait, J'avoue comme que taf. l'anecdote est bien, le boulot, un peu moins bien, je pense. Non, après, moi, c'est un taf qui ressemblerait plus à ce que a fait, à la personnalité de Torah, c'est quand j'étais au Texas et je me suis dit que j'allais donner des cours particuliers de français pour me faire de l'argent de poche, mais en fait, j'avais totalement la flemme d'enseigner des choses. Donc, je faisais une liste d'insultes françaises et je faisais répéter. Et je prenais, genre, je sais plus combien de dizaines de dollars pour juste apprendre des insultes françaises aux gens. Bien joué. Et ils me payaient, hein, donc... Ça contribue au PIB à mes yeux, donc c'est très bien. Exactement. Bon, on enchaîne et c'est l'anniversaire de Seymour. Alors, elle lui a préparé un cupcake avec une bougie. Et là, on a un autre épisode de Seymour et des trucs pathétiques qui lui arrivent. Il se bloque le dos en soufflant la bougie. Oh non! On réalise qu'il a une ceinture lombaire. Et elle se fout un peu gentiment de sa gueule. Ah oui, donc c'est vraiment le cadre le plus vieux de l'histoire. Ouais, c'est dur. Là, il parle du fait que c'est dur d'avoir des relations amoureuses. Et elle lui dit qu'elle a un crush sur un mec, un autre mec. Il est un peu interloqué et elle lui parle de Josh. Bon. Il faut savoir que dans la BD, la storyline de base, c'est qu'elles avaient toutes les deux un truc pour Josh. Et c'est un perso du coup qui revenait souvent et elles passaient leur temps à faire des blagues en disant faut vraiment qu'une de nous deux se dévoue pour coucher avec lui. Enfin voilà, il y avait un peu cet humour-là. Ça, pour le coup, je pense que ça arrive très peu dans la vraie vie que deux meilleures copines aient un crush sur le même gars. Ouais, en plus là, c'est un crush, dans la BD, c'est un crush ironique. Enfin, je sais pas comment dire. Ironique et avec un fond de vérité. Mais... Et alors dans le film, Scarlett, elle est pas sur Josh. Et Torah, elle est pas vraiment. Okay, c'est pour rendre jaloux. Elle dit ça, ouais. Simon, okay. Pendant ce temps-là, ils ont la conversation et le téléphone sonne. Il n'a pas envie de répondre. Donc c'est le jour de son anniversaire. Il n'a pas envie de répondre parce que il dit même il n'a pas envie de répondre aux gens qui pourraient l'appeler. Et il pense en l'occurrence que c'est sa mère. Mais en fait, on entend sur le répondeur que c'est la blonde de la petite annonce, la vraie. Elle raconte qu'elle était en couple à l'époque et que c'est pour ça qu'elle ne l'avait pas contactée. Elle dit qu'elle s'appelle Dana et elle lui laisse son numéro. Il pense que c'est encore une blague, forcément, parce qu'il est déjà passé par là. Forcément, du coup, Torah, elle est un peu gênée et elle insiste quand même pour qu'il la rappelle. Là, on a une petite scène de transition avec Scarlett et Torah qui font des courses chez Ikea pour l'appart dans lequel elles vont soi-disant un jour finir par habiter. Elles font des courses préventives au cas où. Et on assiste du coup, juste après, au date de Seymour chez la blonde. Entrecoupé d'images de Torah toute seule chez elle qui attend son appel pour le débrief. Okay. La blonde dit que c'est pas son genre d'inviter un mec chez elle parce qu'en plus le date se passe chez la blonde. Et c'est pas son genre d'inviter pour le premier date, mais qu'il avait l'air super inoffensif au téléphone et qu'elle s'est sentie de l'inviter. Et là, il y a un morceau qui passe à la radio. Alors clairement, nous, on se rend très bien compte que c'est pas du tout le style de Seymour, c'est une sorte un morceau de pop à la con. Ouais. Et Dana commence à s'ambiancer, elle insiste pour qu'il danse avec elle, il est super mal à l'aise. Là, vous voyez pas, mais Hugo relate à fond à ça. Bon, je sais pas, tu te vois vraiment... Non, J'ai pensé à toi pendant cette séquence, je te vois pas danser comme ça. Si tu peux t'ambiancer sur un petit morceau de pop. Mais justement, j'étais en train de me dire, est-ce que lui, il force pas un peu sa nature pour faire semblant d'être bien et Si. Sauf que même au max de forcer sa nature, il est quand même un peu gauche. Ok. Non, mais je serais sûrement comme lui, effectivement, et il a de l'extérieur. Pas trop envie de danser, quoi. D'ailleurs, il regarde sa montre et il dit « Oh là là, déjà 9h !» Oh non. Mais au début... Ça, c'est moi. Au début de la réplique, on a peur. Sur « Oh là là, déjà 9h », on dit « Bah non, Seymour, t'es con ». Il dit « On risque de rater notre film ». Donc en fait, ils avaient quand même un projet. Ah d'accord. Okay. Sur le coup, elle est un peu saoulée. Mais bon, ça va parce qu'elle a l'air d'être bonne patte.
Et elle dit qu'elle a très envie de voir le film. C'est un film d'un certain Gustav Varnia. Ça vous dit quelque chose? Non. Eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes inculte, parce que ce mec n'existe pas, tout simplement. C'est le réalisateur de The Flower That Drank the Moon, La fleur qui a bu la lune. Et donc, c'est un film fictif dont on a entendu un peu plus tôt la bande-annonce au vidéoclub. D'accord. Donc, il a été installé déjà dans l'univers du film, mais le film n'existe pas. Et ça m'a donné l'idée d'un petit jeu. Le jeu des titres de films fictifs. Oh là là. Ok. Je vais vous citer tout simplement des titres de films fictifs et vous allez essayer de deviner les films bien réels, pour le coup, dans lesquels on en parle. On commence avec Stab. Des Scream. Ouais, c'est dans Scream 2, plus précisément. Bien joué. Tout à fait. Okay. Bon, bravo. Machete. Mais c'est un vrai film, Alors, Machete. c'est devenu un vrai film, tout à fait. C'était pas C'était dans de Rodriguez, du coup. l'interprogramme entre Planète Terror et l'autre... Et Boulevard de la Mort. Death Proof. Et Boulevard, Ouais, ouais, Boulevard tout de à la Mort. fait. Ouais. Donc, c'était... alors, en France, ça a été distribué différemment, mais du coup, il était en bande-annonce avant Planète Terreur. Et il y avait eu une hype sur cette bande-annonce et ils ont fini par faire le film. Et c'est trop bien, Machete, Ouais. je précise. D'accord. Ouais. Amistad 2, Ah, dans une parodie, et une parodie d'un film qu'on vient de citer d'ailleurs. de Boulevard de la Mort. Non, juste un peu avant. C'est dans Scary Movie. Ah, ok. Alors, un autre film, Angels with Filthy Souls. On dirait un film de Wim Wenders. Mais... C'est un faux film noir qui est utilisé par un enfant pour faire peur à des gangsters. Gros indice. Ah, dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est Ok. le faux film dans Maman, j'ai raté l'avion. Et Ok. il utilise les dialogues du détective ou je sais pas quoi dans le film pour faire comme s'il y avait D'accord. un gars qui fait peur aux gens qui essayent de le cambrioler. Simple Jack. Ça, c'est dans Tonnerre sous les tropiques. Ouais. Ouais. C'est aussi un perso. Enfin bref, c'est un film dans Tonnerre sous les C'est tropiques. fort. My Best Friend is a Robot, un autre film. Ça, c'est dur. C'est un film parmi plein d'autres films. Donc, le personnage principal du film qu'on cherche est un acteur. Et du coup, il a une filmo. Chez lui, il a des affiches du coup de sa filmo. Il joue son propre rôle dans le film. Non, il joue pas son propre rôle, mais il joue un rôle qui a certaines similarités avec ce qu'il est vraiment. Ah, c'est Schwarzenegger dans Last Action Hero? Non. Non, alors là, tu viens de peut-être citer Ah merde, un j'ai autre... foiré une question. Non, mais Pardon. ça viendra. C'est Mais- le film avec Adam Sandler. Ouais, c'est ça. J'ai oublié le titre. C'est Funny People Ah oui, voilà, avec Funny Adam People, Sandler. ouais. Ah oui. Bien joué. J'avais aussi justement Jack Slater 3, qui est Last dans Action Last Hero. Action Hero. Ouais. A Russian Affair, A Russian Affair. c'est un film muet, dans un film muet. On dit artiste. Ouais, c'est dans The Artist. Ok. Bien joué. Ok. J'avais encore Coed Frenzy. Coed. Coed, genre les étudiantes du Ah ouais. dortoir, quoi. Dans le vrai film, on voit ce film parce qu'il y a besoin d'enregistrer un cri. Réalité. Putain, je pense qu'il n'y a pas énormément de films dans lesquels il faut enregistrer un cri, mais c'est un autre c'est film. j'ai cité l'autre. Ah oui, oui. Body Double. Non. Presque. C'est dans Blowout de Brian De Palma. Ah oui, ok. Et il me reste 2 films fictifs. J'ai The Dueling Cavalier ou Le Spadassin Royal. Waouh. Ça, Ça c'est donne envie de le voir, le. Ouais, grave. un beau titre. C'est dans une comédie musicale classique d'Hollywood, très connue. Singing in the Rain. Tout à fait. Bien joué. Et le dernier, c'est Helix. C'est un film de science-fiction avec Julia Roberts dans une comédie romantique. Ah, bah dans Coup de foudre à Notting Hill. Tout à fait. Bien joué. J'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu jusqu'à très récemment aussi. Ouais. Donc, ouais. Et, J'ai été très déçue. C'est vrai? Ah ouais. J'ai un bon souvenir, mais je ne l'ai pas revu, remarque. C'est mignon, mais franchement, après avoir bâti, tu vois, 30 ans d'attente sur Ouais. ce film, en le voyant, j'étais là, ouais, bon. En fait, ça repose beaucoup sur le casting et le fait qu'ils sont super charmants tous les deux, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Mais pas hyper développé, en fait, en tant que personnage. Enfin, Bah, c'est bien, ça descend mes attentes, comme ça je pourrais le Ouais. rattraper en sachant que ça peut être décevant. Je grave. pourrais peut-être te le raconter. Bah grave, Ah ça bah, ferait un trop bon épisode. Avec grand plaisir. Ouais. Ouais, en plus, il y a plein de rebondissements. Pour le coup, c'est un bon film à raconter. Plus facile à raconter que Ghost World, à mon avis. Et justement, revenons à Ghost World parce que Tora s'impatiente. Elle attend toujours le débrief du date. Et du coup, elle décide d'appeler chez Seymour. Il répond, mais la blonde est chez lui.
Donc son date a l'air de se passer pas trop mal parce qu'il est allé manger chez elle, ils sont allés au cinéma et il l'a ramené chez lui. Donc Tora, elle lui dit « Quoi, vous allez coucher ensemble dès le premier soir ?» Il est ultra mal à l'aise, donc il raccroche et il dit à la blonde que c'était sa mère. Bon, Tora, elle est un peu deg, elle appelle Scarlett, qui est en train de regarder un film chez elle. Tora demande si elles peuvent passer la soirée ensemble finalement, mais Scarlett est un peu fuyante. Elle commence à être un petit peu saoulée. Elle prétend qu'elle a un truc prévu avec des amis du boulot. Il commence à y avoir de l'eau dans le gaz entre les copines. Est-ce que tu as déjà ressenti de la jalousie en amitié, Anaïs ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça repose uniquement sur le fait d'avoir envie que ton ami elle soit que à toi, enfin genre ça te gêne en fait quand la personne passe du temps sans toi ou avec d'autres gens? Ah, genre donc plus en étant possessive en fait. Qui est un peu le cas là de Tora. Oui, je pense en étant peut-être plus jeune, quand tu as ce genre d'amitié au collège ou au lycée qui sont hyper fusionnelles entre filles souvent, tu peux être oui jalouse. De toute façon, la jalousie, c'est de l'insécurité. Hein, donc, c'est juste, tu te dis, bah, je vais être remplacée, je suis plus importante, je compte plus. Après, dans le film, en fait, je pense qu'il y a un rapport particulier qui est qu'elle avait peut-être un ascendant, un complexe de supériorité sur lui, et même elle l'a un peu coaché pour trouver une meuf et tout. Et en fait, il se rend compte elle se dit, il me délaisse alors que c'était moi qui avait l'ascendant avant. Enfin, elle se le dit pas, mais en tout cas, finalement, il s'émancipe d'elle. C'est intéressant parce que j'avais pas du tout pensé à cette jalousie-là. Moi, j'étais focus sur la relation entre Scarlett et Tora. Mais effectivement, comme tu dis, elle a aussi développé une relation d'amitié avec Seymour et il y a de la jalousie potentielle qui peut être mélangée de jalousie romantique et de jalousie amicale. Et là, dans la scène que je viens de raconter, elle reporte aussi cette jalousie vers Scarlett, aussi parce que de la même manière, depuis le début, Tora mène un peu la relation. Et en même temps, elle est en train de se rendre compte que Scarlett, au bout d'un moment, c'est aussi une vraie personne et elle ne peut pas subir tout le temps et être dispo quand il faut être dispo et être jetée quand l'autre va dans une autre relation, en l'occurrence avec Seymour. Et elle est à la croisée de tout ça. Et du coup, là, Tora se sent vraiment bien seule. Et petite musique triste, petite séquence triste. Et on a un long fondu au noir. Et on revient à l'image avec avant un bruit de mastication assez dégueu. Et on arrive sur Seymour en train de manger du poulet en gros plan. Tora débarque derrière lui et le fait sursauter. Ils se sont pas vus apparemment depuis quelques temps. Tora demande pourquoi il donne plus de news. Et visiblement, ça se passe bien avec Dana. Oui, je suis contente pour lui. Et on l'est en tant que spectateur à ce moment-là. La conversation est quand même assez malaisante. Et devient encore plus malaisante, c'est malaise sur malaise parce que Dana les rejoint. Donc elle rencontre Tora pour la première fois. Et Tora en profite pour dire à Dana qu'elle était là le soir où elle a laissé le premier message. Et elle fait ce truc un peu pas cool de donner des infos que je pense qu'elle n'a pas besoin du tout de donner. Et voilà, il y a cette rencontre un petit peu malaisante. On revient au cours d'art plastique. Et il va y avoir une expo le week-end. La session d'été est terminée. Et la prof dit à Tora qu'elle a poussé sa candidature à elle en particulier pour une école d'art. Donc, alors qu'au début du cours, elle la négligeait, là, elle est vraiment en train de l'encourager. Cut, on est à l'expo des élèves. Il y a un peu de monde et surtout, il y a l'air d'avoir une polémique. C'est un peu bruyant. Il y a des gens qui se plaignent. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Il y a une œuvre qui suscite une certaine indignation. Tout à fait. Et quelle œuvre en particulier ? Celle de Tora, j'imagine. C'est ça. Ils ont affiché, du coup, la grosse affiche raciste. Et donc là, les parents sont en train de péter un câble en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» etc. Et du coup, dans ce genre de situation, si tu n'as pas l'artiste pour expliquer de quoi il retourne, ça peut poser problème. La prof dit que, justement, c'est à l'artiste de s'exprimer. Il cherche Tora, mais elle n'est pas là. Et du coup, une responsable commence à détacher le poster et un mec prend carrément des photos de la scène. Ça va peut-être poser des problèmes. Et là, on retrouve Tora dans une autre séquence. Et en fait, elle est en train de frapper à la porte de chez Seymour. Et elle voulait l'inviter à son expo. Donc, elle est très en retard. Il est mal à l'aise parce que il est dans sa relation avec Dana, donc en fait il ne sait pas trop sur quel pied danser avec Tora.
Elle remarque qu'il a un jean pas mal, qui est bien coupé par rapport à ce qu'il porte d'habitude. C'est évidemment un cadeau de Dana. Et il lui avoue aussi que Dana trouve bizarre qu'il fréquente quelqu'un d'aussi jeune. Oui. Donc, même là, le c'est sujet... pas la seule. C'est clair. Et le sujet, du coup, est au moins adressé explicitement dans le film. Tora marche seule dans la nuit, retour de la musique mélancolique. Et elle va s'asseoir à côté du vieux tout seul sur le banc dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Elle lui dit que c'est la seule personne au monde sur qui elle peut compter parce que, quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Et lui, il lui répond en jetant un œil pour voir s'il n'y a pas le bus qui arrive. Il lui répond pas du tout parce qu'il va quitter la ville. On est à nouveau de jour avec les deux filles. Elles vont visiter un appart. Et Tora traîne des pieds. Elle critique tout. Elle est pas chaude. Alors elles s'engueulent. Et elles finissent par partir fâchées. On a une nouvelle séquence avec Tora qui pleure tout habillée sur son lit. Il y a son père qui la rejoint pour essayer de la consoler un peu. Elle se calme. Il lui dit qu'il a un truc à lui annoncer. Et en fait, il voudrait que Maxine revienne vivre avec eux. Donc là, elle repart, elle se remet à pleurer, c'est horrible. Bon, c'est le all is lost moment. Ouais, on est vraiment au fond du gouffre. Ouais. Question, comme on est dans un film indépendant du début des années 2000, est-ce que tu ressors du all is lost ou est-ce que ça va finir sur un plateau d'enfer? On verra. Cut, Tora va voir la prof d'art plastique à l'école avec le papier de l'école d'art. Et le problème, c'est que la prof lui explique qu'à cause du scandale de la caricature raciste, on lui demande de ne pas valider son diplôme et en plus qu'elle ne peut pas soutenir du coup sa candidature. On est pire que Hollis Lost, encore plus Lost que Lost. C'est vraiment la merde. Elle va du coup chez Seymour. Il est tard. Il vient lui ouvrir en pyjama robe de chambre. Donc, il l'a réveillée. Elle demande s'il a un truc à boire. Il dit qu'il y a peut-être des bières dans le frigo, mais elle trouve une bouteille de champagne. Il explique que c'est Dana qui la gardait pour fêter leurs 2 mois de relation. Oh. Et elle s'en fout, elle ouvre la bouteille. Ils écoutent un disque, tous les deux. Le temps a un petit peu passé. Elle a bu, lui aussi. Elle lui demande pourquoi il n'a jamais proposé qu'ils sortent ensemble. Commence à lui faire des avances. Quel enfer. Il dit qu'il ne pensait pas qu'elle pouvait être intéressée par lui. Ah ouais, nous non plus. C'est clair. Elle dit qu'elle a toujours... Aimé les vieux. Non, alors elle dit, là c'est une conversation un peu décousue parce qu'ils sont tous les deux un peu pompettes. Elle dit qu'elle a son plus grand rêve, ça a toujours été de disparaître sans rien dire à personne. Elle dit aussi, elle glisse dans la conversation qu'ils pourraient vivre ensemble. Et qu'elle trouverait que ça serait trop bien qu'elle vienne s'installer chez lui. Voilà. Mais aussi qu'elle aimerait qu'il prenne sa voiture là tout de suite et qu'ils s'enfuient ensemble. Quoi. Elle ne sait pas où elle en est, cette... Elle est complètement paumée. Elle a des petits problèmes. Ouais. D'ailleurs, moi, il y a un autre truc, je l'ai raconté plusieurs fois, d'ailleurs même dans d'autres podcasts, c'est ce truc sur, depuis que je suis devenu père, mon regard sur les films a changé et maintenant j'ai un peu un regard paternel sur Tora et je me dis oh là là. Et je me sens un peu comme Alain Chabat dans L'amour ouf, où tu dis mais ma fille, dans quelle galère tu t'embarques? Elle s'embarque dans une galère. Elle s'embarque très concrètement dans une galère parce qu'elle l'embrasse et ils couchent ensemble. Oh non. Ouais, enfin, elle s'embarque dans une galère, mais il peut très bien la recaler et lui dire non, on peut pas coucher ensemble, j'ai 145 ans. Exactement. Et il ne fait pas ça. Et donc, on est quand même dans un film qui, malgré tout, glamourise un peu le côté les petites jeunes, soi-disant très matures pour leur âge, qui, d'un coup, sont séduites par des vieux gars. Et non seulement c'est horrible, mais moi, je pense à Dana, qui a mis le champagne au frais pour les 2 mois de relation. Et, puis moi, à la place de Dana, je dis, attends, tu viens de coucher avec une meuf de 18 ans, enfin, dégage, quoi. Ouais. On va voir dans quel sens ça se passe, mais en tout cas, je suis d'accord que... Malgré tout ce qu'on a dit, c'était complètement dans les mains de Seymour, même après avoir bu quelques verres de champagne, de dire ça n'a pas la tête. Bon, pour se changer les idées, on va quand même faire un petit jeu, mais en fait, ça va pas du tout nous changer les idées parce que c'est le jeu des écarts d'âge dans les films. Oh non. Je vais vous citer des couples dans les films. Alors, il y a combien de films de Woody Allen dans ton jeu? J'ai censuré les films de Woody Allen parce qu'il y en avait toute la filmographie de Woody Allen. C'est ça, en fait. Y compris des films avec Scarlett Johansson chez Woody Allen, d'ailleurs. Je vais vous citer des couples dans les films et vous allez devoir essayer d'estimer au mieux l'écart d'âge entre les deux acteurs. Les acteurs ou les personnages? Entre les acteurs. Okay.
On va d'ailleurs, pour faire la transition, commencer avec Scarlett. À 17 ans, elle a aussi joué dans The Barber des frères Cohen et elle a une relation avec Billy Bob Thornton. Quel est l'écart d'âge? Une quarantaine d'années, je dirais, ouais. J'aurais dit ça aussi, mais... Non, c'est moins. Okay. Il a juste une tête burlinée par la vie, mais c'est 29 ans d'écart. Il a 46 ans et elle a 17 ans. Dans Pauvre créature, Emma Stone et Mark Ruffalo. Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Je dirais 17 ans. Tu dirais plus ou moins? Je dirais que là, elle doit avoir la quarantaine et lui 55 par là. Donc 15 ans, je dirais moins que 17 ans. Ouais. Il y a 21 ans d'écart. Elle a 35 ans, Emma Stone, et lui 56 ans. Ah ouais. Dans Oppenheimer de Christopher Nolan, Florence Pugh et Cillian Murphy. 10. Je dirais plus que ça. Je pense qu'elle est très jeune, elle. Ouais. Et Cillian, je dirais bien 20-25. Ouais, c'est 20 ans pile. Elle a 27 ans et lui 47. Putain, elle a moins de 30 ans. Ouais. Waouh. Ouais, elle est super jeune. Autre couple, Meryl Streep et Clint Eastwood dans Sur la route de Madison de Clint Eastwood. 18 ans. Elle est 20. C'est pile entre les deux, 19 ans d'écart. Elle avait 46 ans et lui 65 ans. Ah, ça s'en sort pas trop mal. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Titanic. Elle est pas plus âgée que lui? Tout à fait. J'aurais dit ça aussi. Elle a genre 3-4 ans de plus que lui? Non, il y a un an d'écart. Il avait 23 ans et elle 24 ans. Okay. Mais donc, là, c'est elle qui était plus âgée. Alors, un film dont c'est le sujet, Bud Cort et Ruth Gordon dans Harold et Maude d'Al Ashby. Ah oui, là, c'était plus de 40, non? Ouais, c'est 52 ans d'écart. Il a 23 ans et elle 75 ans. Donc, c'est vraiment le sujet du film. Ouais. Fred Astaire et Audrey Hepburn dans Drôle de frimousse de Stanley Donen. 25. 20. 30 ans d'écart. Ah, bien joué. 58 et 28 ans. Je les ai pas tous notés, mais Audrey Hepburn, elle a souvent été avec des très gros écarts d'âge. Ouais, et dans ce film-là, moi, j'avais trouvé ça hyper choquant. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas si traité que ça, pour le coup. Non, et en même temps, il a une attitude qui est très paternelle aussi avec elle, donc c'est encore plus dérangeant, quoi. Enfin, il a une tête de vieux, en fait. Même quand il était jeune, c'est comme Billy Bob Thornton. Ouais. Un qui est étonnant, James Stewart et Kim Novak dans Sueur froide d'Hitchcock. Il était vieux, très vieux. Ouais, lui, il était très vieux. Genre 20 ans. Il y a 25 ans d'écart. Ah ouais. Et pour le coup, c'est absolument pas abordé par le... Enfin, c'est pas un sujet, quoi. Et en fait, je m'étais jamais vraiment fait la réflexion. Et après, c'est dans North by Northwest, c'est pareil, non? Il y a une énorme différence d'âge. En fait, on était tellement habitués, je pense, à cette époque-là, que Chez des Hitchcock, écarts comme j'ai ça. l'impression que c'était pas hyper rare, non? Non, c'est clair. Donc, lui, il avait 50 ans et elle 25 ans. Et pour terminer, le dernier, dans 20 ans d'écart, Virginie Efira et Pierre Ninet. 15 ans. Non, plus. Ouais, 12 ans. Pile 12 ans. Elle avait 36 ans et lui, 24 ans. Donc même quand on dit que c'est le sujet qu'ils ont c'est clair. Ils ont quand même pris une meuf plus jeune. Bah, vous avez été très fort sur ce jeu. Bravo. Retour à Ghost World. On est le lendemain matin. Seymour se réveille tout seul dans son lit. Elle est partie. Seymour va voir Dana à son bureau. Elle bosse dans l'immobilier. Il va la larguer. Tout à fait. Oh là là. Il dit qu'il doit lui annoncer un truc et il la quitte. On voit pas trop la scène de rupture, mais voilà. Le téléphone sonne chez Tora, mais elle décroche pas. Seymour laisse un message en disant qu'il aimerait bien qu'elle vienne vivre chez lui comme elle a proposé. Lui, il l'a prise au pied de la lettre. On retrouve Tora qui présente ses excuses à Scarlett en lui disant qu'elle a vraiment envie d'emménager avec elle finalement. Elle la supplie, Scarlett elle n'est pas très convaincue, ça commence à la saouler ses revirements. Là on voit Seymour à son bureau et son patron le convoque dans son bureau pour lui montrer le journal avec la photo de la caricature raciste. Et comme c'est l'ancien logo de leur boîte qu'ils essayent à tout prix de cacher, bon bref, ça le met dans la sauce. On n'en sait pas trop plus, ça va rester hors champ, mais bon, on imagine que ça lui apporte des problèmes. Cut sur Scarlett et Tora qui sont sur le point d'emménager dans une petite maison. Donc il y a une petite ellipse, ça se passe plusieurs semaines. Toutes ces séquences s'espacent d'un temps qu'on a du mal à évaluer exactement. Quelques jours ont encore passé, Scarlett est toute seule dans la maison et Seymour sonne à la porte. Il est paumé, il cherche à revoir Tora. Je sais pas, on ne comprend pas d'ailleurs comment il a pu trouver l'adresse, mais bon, il s'est débrouillé. Scarlett lui demande s'il est au courant du faux blind date au tout début de leur relation. Il ne comprend pas. Alors elle lui montre le carnet à dessin de Tora. Et il y a notamment un dessin du tout premier jour où elle l'avait dessiné en train de boire son milkshake à la vanille. Il y a la petite annonce collée au-dessus et une bulle
au-dessus de sa tête avec écrit « Personne ne m'aime ». Seymour enfin bon, c'est quand même lui qui a fait du détournement de mineurs. Exactement, rappelons-le. Et donc là, son sang ne fait qu'un tour. Il va à la supérette et il va voir Josh. Il va y avoir le nunchaku. On l'a oublié. Yes. Parce que Seymour essaie de tout casser à la supérette parce qu'il est remonté contre Josh. Parce que peut-être il s'est dit dans sa tête qu'elle a une relation avec Josh ou je sais pas quoi. Enfin, il est paumé, hein, c'est clair. Il essaie de renverser un rayon, mais c'est pathétique, il n'y arrive pas. Et là, il y a le mec au nunchaku qui arrive, qui commence à l'étrangler à moitié jusqu'à ce que le patron intervienne et dise d'arrêter. Cut quand même, Tora va voir Seymour à l'hôpital. Putain. Il s'est fait envoyer à l'hôpital par le mec au nunchaku. C'est de plus en plus dark cette histoire. Elle explique que tout le monde la déteste. Elle a annoncé à Scarlett que finalement, elle ne voulait pas emménager avec elle, donc Scarlett l'a mal pris. Et lui répond qu'il ne lui en veut pas pour ce qu'elle a fait, machin. Et elle ne comprend pas au début de quoi il parle, donc il lui montre le cahier de dessin et elle lui dit « Ah, mais en fait, t'as pas regardé la suite du cahier, parce qu'en fait, toute la suite du cahier est remplie de dessins de lui, un peu plus sympa et plus mignon. » Et elle dit que c'est un peu son héros, quoi. Complètement délulu, la pauvre Tora. C'est clair. Elle part de l'hôpital, elle retrouve Scarlett sur un banc devant. Elles se tiennent un peu par la main et on est un peu sur des adieux de copines. Voilà. Scarlett dit tu m'appelleras, mais elle s'en va. Il y a un truc, la relation doit évoluer, aller vers quelque chose d'autre parce que ça va pas comme ça, quoi. Tora erre dans les rues. À la tombée du jour, la musique triste est revenue. Et là, elle voit le vieux sur son banc comme d'habitude. Sauf que le bus arrive. Yes. Et cette fois, il monte dedans. Et sur le banc, c'est marqué « Not in service ». Mais voilà, il s'en va. La musique triste est hyper intense. On a un fondu au noir. Et là, la musique va continuer sur toutes les séquences qui suivent, qui vont un peu s'alterner. Tora marche dans la ville. De l'autre côté, Seymour est chez sa psy. Et elle lui dit, sa psy, que sa petite rupture est peut-être le meilleur truc qui lui soit arrivé. Et elle lui dit à la semaine prochaine. De son côté, Tora, elle a une robe rouge et une sorte de gros sac rond. C'est bizarre cette forme. Je me suis demandé si c'était un sac pour mettre des disques, mais c'est plutôt un sac de voyage, je pense. Ouais. Et elle va s'asseoir sur le banc. Not in service. Le bus arrive pour Tora. C'est un bus vide, sans destination, et qui s'en va vers un pont désert. Et on a un fondu au noir. Et c'est la fin de Ghost World. C'est vrai ? Voilà. Waouh ! Comment vous interprétez la fin, d'abord ? C'est devenu la meuf du banc, en fait, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, sauf qu'elle monte, pour le coup, elle monte mais tout de en suite. fait, Est-ce que Scarlett, ses deux parents, ils sont ensemble ? Dans la BD, je crois qu'on voit que sa mère. Et dans le film, je crois qu'il n'y a aucune référence aux parents de Scarlett. Ok. Ce que j'allais dire, c'est encore un film sur le fait que les parents célibataires, ça crée des enfants totalement détraqués. Ouais, c'est dark, quoi. Après, heureusement, ça se termine pas sur un happy end, genre Seymour et Tora se mettent ensemble. Quoi. Du coup, heureusement, le film est assez malin, je pense, pour montrer que c'était une erreur... que les deux couchent ensemble et que clairement elle, ça l'a peut-être un peu réveillée en mode c'est pas ça que je veux, quoi. Je veux pas être amoureuse de Seymour. Lui, le pauvre, il est perdu. Ouais, c'est pas très réjouissant, quoi. Il y a même des théories sur internet qui vont plus loin et qui pensent, qui développent l'idée que le bus c'est la métaphore de la mort et que potentiellement elle s'est suicidée. Il y a aussi la séquence du bus à la fin de la BD. Et il y a ils ont répondu, à la fois le réalisateur et l'auteur de la BD ont répondu sur ce sujet. Ils gardent l'ambiguïté et a priori c'est pas explicitement ce qu'ils avaient en tête. Ce qui revient le plus souvent et ce qui était moi aussi plutôt mon interprétation, c'est que en fait c'est même un motif assez courant dans le cinéma américain, le bus qui part vers une autre ville. C'est vraiment un truc de l'Amérique en fait quand tu as grandi dans une ville ou dans un endroit, tu vas faire ta vie ailleurs. Et c'est aussi un truc qui vient ponctuer le coming of age. En fait, pour grandir, elle a besoin... là, il y a toute une étape de sa vie et elle a besoin d'aller ailleurs.
Après, c'est aussi un bus qui n'est pas annoncé, donc c'est pas les sentiers battus qu'il faut suivre, c'est pas les lignes qu'on t'a prédéterminées. En fait, tu peux voir ça aussi d'une manière positive. C'est quelqu'un qui suit son propre chemin, enfin une marginale, comme le gars était un marginal, et comme on a vu plein de gens marginaux qui fonctionnent quand même dans la vie, tout en suivant pas le chemin qu'on a établi. Ouais, mais ça n'a pas l'air victorieux dans la manière dont tu le racontes. En tout cas, c'est pas justement, j'ai trouvé un peu mon idiosyncrasie et genre mon individualité et je vais devenir une adulte. Parce que souvent, quand on est marginal à l'adolescence, on se transforme en adulte assez créatif et intéressant. Enfin, et c'est même une revanche par rapport au fait qu'on rentrait pas dans le moule quand on était plus jeune. Mais là, la manière dont tu le décris, j'ai pas l'impression que c'est ça, quoi. J'ai l'impression que plutôt elle part pour disparaître, en fait. Enfin, pour rester tellement à la marge que, tu vois. Ouais, si elle part, surtout avec un titre comme Ghost World, c'est vraiment genre, en fait, elle devient un fantôme, quoi. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on peut quand même avoir un regard, vraiment le regard positif que tu décris, parce que fallait qu'elle traverse tout ça pour s'accomplir, et on peut très bien avoir confiance dans son futur. Alors moi, je me pose la question sur comment ça peut résonner avec la plus jeune génération, enfin des gens qui redécouvriraient le film maintenant. Ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, si vous avez la vingtaine, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez ce film ou juste en ayant écouté l'histoire. J'ai trouvé sur le Letterboxd de Charlie XCX qu'elle dit que c'est un film incontournable et que c'est et c'est vrai que Tora, elle est un peu brat dans ce film. Il y a vraiment une vibe qui est peut-être un peu revenue au goût du jour. Ouais. Donc voilà, c'était Ghost World. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir suivi l'histoire de ce film jusqu'au bout. Merci aux auditeurs d'avoir écouté ce nouvel épisode de Calmos le podcast. Merci à Axel à la technique. Et d'ailleurs, méga surprise, il y a une scène post-générique dans Ghost World. Donc avant de finir avec les adieux, je vais vous raconter, si vous voulez, cette scène post-générique. Avec plaisir. Et je vais la raconter à la toute fin de ce podcast. Avant ça, j'invite juste tous ceux qui nous écoutent à laisser des gentils commentaires sur YouTube ou aussi sur Spotify. C'est possible de laisser des commentaires sur Spotify maintenant. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur tipeee.com/calmos et dont les pseudos s'affichent à l'écran. Vous pouvez nous retrouver partout sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description ou dans les notes de l'épisode. On va aussi mettre les liens vers le podcast Ami et vers tous les endroits où on peut retrouver Anaïs. Et donc, cette scène post-générique, tout simplement une version alternative de la bagarre dans la supérette. Trop bien. Où cette fois, Steve Buscemi marave le mec au nunchaku et finit par leur dire « Mais pour qui tu me prends, je vous défonce, venez pas me faire chier. » C'est un peu marrant. Voilà. C'est sa vengeance rêvée. C'est ça. Merci à tous. On revient très vite avec un nouveau film à raconter. Bye bye. Salut. Salut.